Et on reprend cette matinée de travail et d'échange tous ensemble. On va parler d'environnement. On en a déjà beaucoup parlé depuis hier, puisqu'évidemment, pour ceux qui étaient déjà là hier, on ne cesse de répéter que tout est lié. Que quand il s'agit de parler de transition écologique, de positivité, de prendre nos responsabilités dans les décisions que nous prenons aujourd'hui pour demain, en raison de leur impact sur le long terme, eh bien, tout est lié, économie, développement des villes, mobilité, sobriété énergétique. On va encore en reparler aujourd'hui. Alors, je vous avertis, si vous n'êtes pas parfaitement anglophone, bilingue, que le prochain interlocuteur va s'exprimer en anglais. Donc, si certains d'entre vous veulent récupérer des casques, c'est possible et je vous donne le temps pour cela. On va parler donc dans la perspective du réchauffement climatique, dans le contexte du réchauffement climatique, des principales mesures à mettre en œuvre, celles qu'on a déjà étudiées hier, et d'autres solutions très concrètes vont être expérimentées. Nous entendrons tout à l'heure plusieurs maires de différentes villes, notamment le maire de Grenoble, qui viendra nous parler de son expérience. Session environnement, ça commence maintenant et ça commence en images. J'espère que le fait de passer au noir pour que vous voyez la vidéo n'occasionnera pas des chutes dans les escaliers. La vidéo, s'il vous plaît. समुद्र में मछलियाँ क्यों कम हो रही हैं? प्लास्टिकों की वजह से, जाल के वजह से। Y no sabemos la crisis hídrica en la que estamos. Ese es el drama de la Ciudad de México. The average temperature has been higher than it was in the last 400 years. That integration of daylight and the photovoltaic light has never been done anywhere in the world. São dessas crianças, serão dos netos dessas crianças hoje, de 8, 10 anos de idade, são deles. We're trying to clean the ocean, clean the environment, and with your help, we can actually do it. La gestion des déchets, c'est évidemment un défi énorme, singulièrement pour les villes. Vous savez qu'on est déjà une grande majorité de la population mondiale à vivre dans les villes et que d'ici la fin du siècle, quasiment 90-95% de la population mondiale vivra dans des villes de plus en plus grandes, de plus en plus hautes, et on l'espère, moins consommatrices et ayant moins d'emprise sur l'environnement. Pour nous en parler, pour commencer cette session dédiée à l'environnement, je vous demande d'accueillir John Mark Simon, directeur, ou peut-être Simon en anglais, directeur exécutif de Zero Waste Europe. Bonjour. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant, à quoi allez-vous penser? À un éléphant, évidemment. C'est un petit peu ce qui se passe avec zéro gaspillage. Quand on parle de gaspillage, c'est la même chose. En fait, zéro gaspillage. En fait, il ne s'agit pas de gaspillage. En fait, il ne s'agit même pas de zéro. Il s'agit de créer les conditions afin de connecter les gens pour pouvoir s'adresser, pour pouvoir tous s'aligner, pour aller dans une même direction. Il s'agit d'aligner les communautés pour repenser notre relation aux ressources existantes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de comment ceci a commencé en Europe. Il y a environ 20 ans, dans une belle ville, dans la belle Toscane. Il y a une ville qui s'appelle Capanori. Et le maire a décidé qu'il allait construire un incinérateur pour brûler les déchets à côté de l'école primaire de la ville. Alors bien sûr, cela a créé énormément de réactions, de résistance.
Les parents d'élèves étaient inquiets de voir que leurs enfants allaient vivre avec cette pollution. Il y a eu Rossana Collini également qui a essayé de mettre un coup d'arrêt à cet incinérateur. Alors, ils ont réussi à arrêter cette expérience, mais le maire qui était sage a dit « Ok, vous ne voulez pas cela, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on a des déchets, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Donc, ça a été l'occasion, la chance, la grande chance pour pouvoir concevoir un nouveau système. Et donc, Rossana Collini a mené, à gérer, si vous voulez, la gestion des environnements. On a commencé à faire du tri, on a fait du porte-à-porte, on a mis en place des politiques de prévention, et ainsi de suite. Et tout ceci s'est fait de telle sorte qu'ils ont réussi à réduire le gaspillage et la quantité de déchets de 40%. Il y a 10 ans, Kapaneri fut la première ville en Europe à déclarer un objectif de 0 déchet. Et puis, beaucoup ont suivi l'exemple. Nous sommes plus de 400 municipalités en Europe qui essayent de cibler le 0 gaspillage. Et bien sûr, parmi toutes ces villes, la capitale la plus performante en Europe en gestion des ressources, sans surprise, n'est pas une ville du Nord, c'est une ville du Sud, dans un nouvel État membre. La capitale de la Slovénie, Ljubljana, est désormais la capitale qui génère le moins de déchets et qui recycle le mieux. Alors, il y a des villes qui arrivent à recycler 80% de leurs déchets. Alors, on a un objectif de 0 gaspillage. Et donc, on rassemble des groupes dans énormément de pays européens pour essayer d'aider, d'accélérer cette transition. Mais pour l'heure, je vous ai parlé de déchets et de gestion des déchets dans un sens. Or, aujourd'hui, je vous ai dit que Zero Waste, il ne s'agissait pas de déchets. Ce n'est pas un problème technique. On peut avoir des citoyens, des personnes qui trient les déchets, on peut faire en sorte que les gens réduisent, on peut recycler 70, 80, 90% des déchets parfois. Le problème est que il reste ces 10, 20, 30% de déchets qui ne sont pas recyclables. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a rien que les citoyens peuvent faire avec. Alors, c'est la responsabilité des entreprises de changer la façon dont ils conçoivent ces produits pour qu'ils soient réparables, pour qu'ils soient recyclables, et ainsi de suite. Et c'est là que les personnes se sont retrouvées pour aller parler aux entreprises, pour aller leur dire, écoutez, on doit faire mieux que la gestion du déchet. Et donc, zéro waste, 0 déchet, c'est pas une question de déchets. Alors, ce terme de transition énergétique est très à la mode, et effectivement, il y a la transition numérique, mais on ne parle pas de la transition des matériaux. Et nous savons que nous consommons plus de ressources que jamais, et la transition des matériaux est plus importante quasiment que la transition énergétique. La façon, notre rapport aux matériaux, aux ressources. Nous savons que la ville occupe 2% de la surface du monde. Nous savons que 75% des ressources sont consommées dans ces villes. Nous savons que le gaspillage représente plus de 80%, enfin 80% du monde, 80% du gaspillage du monde est produit par ces villes. Tout ce qu'on retrouve dans l'environnement, dans les mers, ça vient des villes. Et donc ces villes sont des grands centres de consommation. Consommation, autrement dit destruction de ressources. Alors comment transformer ces villes en centres de production et comment faire pour que on augmente notre capital naturel? Nous savons que 40% de la surface arable, on la trouve autour des villes. Autrement dit, si l'on se concentre sur les zones urbaines et les zones de production périurbaines pour la production du monde, on pourrait avoir des villes qui seraient à 60-70% autosuffisantes. Mais si l'on veut produire tout localement, alors il faut trouver les nutriments quelque part. Et bien sûr, de par le passé, les nutriments étaient locaux, et la production était locale. Donc si l'on essaie de relocaliser la production, on doit faire en sorte que les nutriments retournent vers ce cycle. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut voir comment trier est problématique parce que finalement, dans quelques cas, le compost qui est réalisé ou les engrais qui sont créés après du recyclage est très rarement
utilisés pour alimenter cette nouvelle production autour des villes. Et on a besoin de changer cela. Et il y a énormément d'exemples en Europe où on a une gestion décentralisée de la gestion des déchets organiques. Pour ceux qui ne le savent pas, ces déchets organiques représentent entre 30 et 40%, parfois plus, des déchets des villes en Europe. Et si on va en Afrique ou en Asie du Sud-Est, ça va représenter 60 à 80%, voire même plus, des déchets. Et donc, si on arrive à régler cela, eh bien, on a un impact très fort. Et ce sont des nutriments que l'on peut utiliser ensuite. Il y a des villes comme Besançon et en Espagne comme... il y a des villes en Autriche et ailleurs. On arrive à gérer les déchets organiques via du compostage municipal et d'autres solutions pour arriver à fermer boucler cette boucle de l'approvisionnement. Et donc... on peut voir des camions qui créent des déchets, qui vont créer du compost à plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, dont personne ne veut. Il faut faire en sorte que ce compost soit utilisé localement et serve à nourrir la terre localement. Si l'on regarde les déchets non organiques, alors cette dernière décennie, il y a des choses comme les télés, les radios, les frigos, les chaudières, toutes ces choses électroniques sont devenues beaucoup plus efficaces dans leur consommation énergétique. Mais, vous le savez également, parce que c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours, vous savez également que c'est très facile à casser, ça n'est pas durable, et quand ça casse, c'est très difficile à réparer, et les réparer, en principe, coûte plus qu'acheter un nouveau produit. Et ça n'est pas une coïncidence, bien sûr, parce que c'est ainsi que le système a été conçu. C'est un système linéaire pour que les entreprises gagnent de l'argent. Alors, si on passe vers une situation où on paye pour l'usage plutôt que d'être le propriétaire de ces produits, les entreprises seront encouragées, vont faire en sorte que ces produits aient une durée de vie plus longue, que ces produits soient réparables et que, à la fin de leur cycle de vie, ces entreprises récupéreraient ces produits. Et donc, on n'a plus de déchets non organiques. Parce que les particuliers n'ont plus besoin de gérer tout ça. Vous n'avez plus besoin de gérer ces déchets-là et vous n'avez plus qu'à gérer les déchets organiques. Et vous allez me dire tout ce qui est jetable, le plastique jetable. On peut voir comment cela endommage les océans et on sait qu'il y a des alternatives. Il y a des tas d'exemples de comment on remplace les pailles en plastique, les produits d'hygiène féminine, les couches, les emballages, j'en passe. Il y a une entreprise sociale qui s'appelle Recycle en Suisse et qui, pour la nourriture à emporter, utilise des sortes de boîtes plastiques avec un système de caution, si vous voulez. Et donc, il y a également des cafés où l'on prend un café et la tasse de café est consignée. Et quand on a terminé le café, on rend la tasse. On peut la remplacer ailleurs, d'ailleurs. On peut récupérer la consigne ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a énormément de choses qui se font comme ça en Europe. Et donc, c'est possible. Et avec de la créativité, on peut remplacer tous ces produits jetables. Mais encore une fois, si on utilise ce système de consigne qui est un petit peu l'encouragement. Quand on achète, par exemple, une boisson, on paye la consigne. Et quand on rend la bouteille, on récupère sa consigne. Bon, ça marche déjà dans de nombreux pays en Europe. On sait qu'on a des taux de recyclage qui sont à 90%. Donc, si on arrive à faire cela, les villes pourraient également aider ces initiatives locales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, que vont collecter les villes en termes de déchets à l'avenir? Alors, bien sûr, il faudra encore gérer des déchets, mais il y en aura beaucoup moins. Il y aura beaucoup moins de déchets à collecter. Et qu'est-ce que cela signifie quand on en vient à penser infrastructure, gestion des ressources, gestion des déchets? Eh bien, cela signifie que tout d'abord, on a besoin d'infrastructures flexibles. Le temps où on investissait énormément d'argent dans un gros incinérateur pour brûler des ressources est passé. Parce que d'un point de vue économique, ça n'est pas logique. On dépense énormément d'argent pour détruire des ressources et on ne sait même pas si on aura suffisamment de ressources pour alimenter ces incinérateurs. Même chose pour les camions et ainsi de suite.
Autrement dit, on a besoin d'infrastructures flexibles et d'esprit flexible. Deuxième chose dont nous avons besoin, c'est la traçabilité totale de ce qui rentre dans le système. Aujourd'hui, on a de grandes difficultés liées aux produits chimiques, liées à des choses qu'on ne peut pas recycler. Mais à l'avenir, si on veut une économie circulaire, ce qu'on appelle déchets aujourd'hui, ce sera la matière première de l'avenir. Donc pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons de performance, si vous êtes un producteur, c'est une entreprise, si vous voulez utiliser des matériaux recyclables, vous voulez savoir ce qui s'y trouve, quelles sont les caractéristiques techniques et mais sécuritaires également, parce que si on remet ça sur le marché, il faut que ça soit sûr. Donc transparence et traçabilité vont être essentielles. Aujourd'hui, les déchets, on jette, et finalement on ne sait pas où ça atterrit, on le retrouve en fin de compte dans l'océan, mais ça ne revient pas dans le cycle de production. On a besoin de changer cela, c'est très clair. Et pour changer cela, on a besoin de transparence. Ensuite, il y a les incitations économiques. On a parlé de consignes, on a parlé de payer quand on génère des déchets, et plus on génère de déchets, plus on doit payer. C'est quelque chose qui fonctionne déjà dans des milliers de municipalités en Europe. On a besoin d'encourager les gens. On peut utiliser par exemple des taxes, on peut taxer pour permettre faire en sorte que les matériaux recyclables soient plus compétitifs. Et on a besoin vraiment de ces encouragements, de ces incitations pour que les gens fassent la bonne chose. Parce que faire la bonne chose doit être moins cher et plus facile que de faire la mauvaise chose. Or, on ne le fait pas aujourd'hui. Et pour terminer, la partie la plus importante, les villes. Les villes de l'avenir. Alors, on commence à le voir, mais vraiment, il faut que ce soit à une grande échelle. La société civile, On a besoin de trouver des solutions locales aux problèmes locaux. Alors, l'exemple que je vous ai donné au départ avec Apianari, c'est un exemple parmi tant d'autres, parmi des centaines d'autres. On a ce genre de problème partout. Les villes doivent changer leur mentalité, leur état d'esprit, où ils disent, bon, on va décider comment on va gérer les déchets, où on va les ramasser et jeter, pour devenir des facilitateurs, des facilitateurs de solutions qui soient locales et afin que les choses restent dans la communauté. Alors, je vais terminer avec un exemple qui sera un petit peu plus local. Dans de nombreux groupes, nous travaillons avec des familles à zéro déchet. Alors, il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Autriche, à Bruxelles, bref, j'en passe, en Allemagne, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, on voit ça de plus en plus. Mais on se rend compte que non seulement les gens veulent aller dans cette direction, on voit également que si les municipalités jouent leur rôle de facilitateur afin de permettre aux citoyens de faire les bons choix. Si vous rendez la vie plus simple aux magasins sans emballage, au marché sans emballage de produits locaux, alors vous pouvez voir que, par exemple, les problèmes comme l'obésité et tout un tas de risques de santé sont réduits. On voit également que ces personnes, beaucoup de ces personnes, ont de faibles revenus. Et finalement, en faisant ces courses différemment, ces personnes arrivent à acheter des choses de meilleure qualité, moins de nourriture transformée, et ils font des économies. En France, il y a la ville de Roubaix, où la famille d'André-Marie a réussi à économiser 250 € par mois, alors qu'avant, ils avaient du mal à joindre les deux bouts, grâce à leur mode de vie zéro gaspillage. Et la chose la plus importante, c'est que consommer différemment a libéré du temps pour ces personnes. Ils peuvent passer plus de temps avec la communauté afin de faire partie des producteurs, parce que finalement, ils deviennent un acteur du changement. Et ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu constater, et là, j'ai pas de statistiques, c'est ce que vous et moi, on peut voir quand on parle à ces gens sont plus heureux. Ils sont plus heureux. Et puis, en fin de compte, vous me direz, si je vous demande de quoi il s'agit avec Zero Waste, en fait, il s'agit d'être plus heureux et d'être satisfait des vies qu'on mène. Et donc, en repensant notre relation aux ressources, je crois qu'on peut également régler énormément de problèmes inhérents à notre société. Zero Waste, c'est ça. Merci de votre attention.